Au moins 45 personnes ont été tuées ce dimanche soir dans le sud de la bande de Gaza après un bombardement israélien, selon le ministère de la Santé de Gaza affilié au Hamas. Ce bombardement survient alors qu'Israël est de plus en plus isolé sur la scène internationale, mais alors que sait-on de cette attaque au bilan humain donc extrêmement important, et qu'est-ce qui pourrait mettre fin au bombardement israélien à Gaza? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti donc ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors on vous en a parlé sur Instagram, ce dimanche soir, un camp de réfugiés palestiniens situé à Rafah, la ville la plus au sud du territoire palestinien de Gaza, a été frappé par un bombardement israélien. Ce camp, il était géré par l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, et d'après les responsables palestiniens sur place, il aurait été, je cite, délibérément visé. Il aurait tué au moins 45 personnes et fait 247 blessés, selon le ministère de la Santé donc de Gaza, dirigé par le Hamas. L'UNRWA de son côté va dans le sens de ce bilan. Elle évoque de son côté, je cite, des victimes en masse parmi lesquelles des enfants et des femmes. De son côté, le Croissant Rouge palestinien, qui est une organisation de secours membre de la Croix-Rouge, a précisé sur X avoir transporté, je cite, un grand nombre de martyrs et de blessés après qu'Israël, je cite, a visé les tentes de personnes déplacées près du siège des Nations Unies. Pourtant, selon l'ONG, l'armée israélienne avait désigné ce même lieu comme étant une zone humanitaire qui devait donc, a priori, être épargnée par les frappes. Alors dans un communiqué, le Hamas, qui est donc au pouvoir à Gaza, a dénoncé, je cite, un horrible massacre et a écrit, je cite, nous appelons les masses de notre peuple en Cisjordanie, à Jérusalem, dans les territoires occupés et à l'étranger à se lever et à marcher avec colère. De son côté, Israël a reconnu avoir conduit cette frappe, mais affirme avoir frappé, je cite, un complexe du Hamas dans lequel opéraient d'importants terroristes, selon eux. Par ailleurs, l'armée israélienne affirme que 2 de ses responsables du Hamas en Cisjordanie ont été tués dans cette frappe. Israël a aussi indiqué avoir, je cite, connaissance d'informations selon lesquelles plusieurs civils dans la zone ont été blessés. Et un peu plus tard dans la journée de lundi, le porte-parole du gouvernement israélien a admis, je cite, un événement vraiment grave. Alors, on a déjà eu l'occasion d'en parler plusieurs fois sur cette chaîne. Depuis le 7 mai, l'armée israélienne multiplie les bombardements et les affrontements à Rafah, qu'Israël considère comme étant le dernier bastion du Hamas. Mais c'était aussi un lieu où sont présents des centaines de milliers de réfugiés palestiniens qui fuyaient justement déjà des bombardements dans le reste de Gaza. Là aussi, on en a déjà parlé à de nombreuses reprises. Cela fait donc des semaines que les ONG et les organisations présentes sur place, ainsi que les journalistes, alertent sur une situation critique à Rafah. Par ailleurs, on peut noter que des frappes dans d'autres zones de Rafah, donc en dehors de ce camp de réfugiés, ont par ailleurs été signalées dans la journée de dimanche. Et à noter, pour être complet sur les événements de ces 48 dernières heures, que ce dimanche, la branche armée du Hamas a indiqué avoir ciblé la ville israélienne de Tel Aviv, je cite, avec un important barrage de roquettes, et ce alors que l'armée israélienne de son côté a fait état de 8 roquettes tirées depuis la ville de Rafah. Selon l'armée israélienne, les dégâts au sol en Israël sont limités, alors que plusieurs roquettes ont été interceptées par le système de défense antimissile utilisé par Israël. Alors vous l'imaginez, après ce bombardement à Rafah, les réactions n'ont pas tardé. Emmanuel Macron s'est dit sur X indigné par les frappes israéliennes sur le camp de déplacés. Il a par ailleurs appelé à mettre fin à ces opérations, ainsi que, je cite, qu'au plein respect du droit international et au cessez-le-feu immédiat. L'Égypte de son côté dénonce un bombardement délibéré d'Israël, tandis que la Jordanie dénonce une violation sévère du droit international. Du côté des ONG, Médecins sans frontières, qui est l'une des organisations encore présentes sur place, estime, je cite, que cette frappe illustre encore une fois le mépris total de l'armée israélienne pour les vies civiles. Mais alors justement, que disent les instances internationales concernant cette offensive sur Rafah? Ce vendredi, on en a parlé déjà dans ce format des Actus du jour, la Cour internationale de justice, qui est le principal organe judiciaire de l'ONU, a ordonné à Israël de suspendre immédiatement ses opérations à Rafah. Rafah qui, pour rappel, est un secteur et un point d'entrée essentiel pour l'aide humanitaire pour les Palestiniens. La CIJ craint donc qu'une offensive sur Rafah aggrave la catastrophe humanitaire qui est déjà très importante selon les organisations sur place. Par ailleurs, selon l'ONU, la population de Gaza est notamment exposée à un risque de famine alors que plus de 36 000 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre selon les chiffres du Hamas. Il faut savoir que cette décision de la CIJ, elle est en théorie contraignante, mais dans les faits, la Cour internationale de justice n'a aucun moyen de la faire respecter.
arrêtés. Par ailleurs, on peut noter que fin 2023, l'Afrique du Sud avait saisi la CIJ, accusant Israël de commettre un génocide à Gaza. Alors le mois suivant, là aussi on en avait parlé, la CIJ avait rendu une décision provisoire dans laquelle elle demandait à Israël de veiller, je cite, à ce que son armée ne commette aucun des actes qui rentreraient dans la définition d'un génocide. Depuis cette décision provisoire, aucune nouvelle décision n'a été rendue. Et là, attention, on parle de la Cour internationale de justice, mais il ne faut pas la confondre avec la Cour pénale internationale. On en parlait là aussi la semaine dernière. Le procureur de la Cour pénale internationale a requis des mandats d'arrêt contre 3 cadres du Hamas, mais aussi contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense Yoav Gallant. La Cour pénale internationale est une juridiction pénale internationale qui est chargée notamment de juger les personnes accusées de crimes contre l'humanité ou encore de crimes de guerre. On a déjà eu l'occasion d'en parler là aussi. Pour l'instant, ces mandats d'arrêt, ils n'ont pas été approuvés par les juges de la Cour pénale internationale. Mais il faut comprendre que ça pourrait prendre du temps et quand bien même ça finit par être approuvé, eh bien, il faut noter que les États-Unis ou encore Israël n'ont pas ratifié le traité donc qui reconnaît cette Cour pénale internationale. C'est le cas de certains pays comme la France qui l'ont ratifié, mais ce n'est pas le cas d'autres pays donc comme Israël ou encore comme le Qatar, ce qui fait qu'a priori il n'y aura pas d'arrestation de ces personnes, que ce soit donc les leaders du Hamas ou alors donc le gouvernement israélien. Et à noter au passage que l'ONG Reporters sans frontières a elle aussi déposé une nouvelle plainte devant la Cour pénale internationale pour, je cite, crimes de guerre commis par Israël contre des journalistes. Concrètement, elle appelle la CPI à enquêter sur des crimes commis contre au moins 9 reporters palestiniens entre le 15 décembre 2023 et le 20 mai 2024. Par ailleurs, selon l'ONG, c'est plus de 100 journalistes à Gaza qui ont été tués par l'armée israélienne depuis le 7 octobre. Alors de son côté, le Premier ministre israélien Netanyahou s'est dit dimanche fermement opposé à la fin de la guerre à Gaza. Selon lui, un cessez-le-feu permettrait aux combattants du Hamas de se regrouper et de reconduire des massacres en Israël semblables à celui du 7 octobre 2023 qui a mené à la mort de plus de 1100 personnes. Par ailleurs, ce jour-là, vous le savez, 252 personnes avaient été enlevées par le Hamas, 121 sont toujours détenues en otage à Gaza, dont 37 sont morts selon le gouvernement israélien qui réclame la libération des otages restants. Et à noter d'ailleurs là-dessus que la CIJ a aussi appelé à la libération immédiate des personnes prises en otage par le Hamas. Alors vous l'aurez compris, même si la situation humanitaire est absolument catastrophique et que le bilan humain ne fait qu'empirer, dans l'immédiat, le gouvernement israélien poursuit donc ses bombardements à Gaza. Il faudra donc observer la réaction des alliés du gouvernement israélien, y compris des États-Unis, qui est encore aujourd'hui le principal allié militaire. De son côté, le Qatar, qui est un pays médiateur entre Israël et le Hamas, a estimé que les frappes israéliennes sur Rafah pourraient nuire aux pourparlers de trêve à Gaza. Enfin, pour être complet sur les actualités aujourd'hui, un soldat égyptien a été tué au point de passage de Rafah, donc à la frontière entre l'Égypte et la bande de Gaza, lors d'un échange de tirs entre l'armée israélienne et l'armée égyptienne. On a encore peu d'informations au moment où j'enregistre, mais on vous tiendra au courant évidemment dans la semaine. Si jamais vous voulez plus d'informations dans les prochaines heures, rendez-vous aussi sur Instagram, on continue à suivre la situation. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et on commence avec cette première actu. Dans le territoire d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, l'état d'urgence va être levé ce mardi matin, heure locale, à l'issue du délai légal de 12 jours. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement français ce lundi dans un communiqué. En fait, l'état d'urgence avait été instauré le 15 mai suite à des émeutes contre une réforme électorale rejetée par des indépendantistes de Nouvelle-Calédonie. Cette mesure exceptionnelle, elle permet au gouvernement de restreindre temporairement certaines libertés, comme la liberté de circulation, pour garantir la sécurité publique sur un territoire. Alors en parallèle de ça, l'Élysée a annoncé que 480 gendarmes supplémentaires allaient être déployés en Nouvelle-Calédonie, alors que les forces de l'ordre ont du mal à contrôler certains quartiers de Nouméa, la capitale de l'archipel. Au total, près de 3500 forces de l'ordre sont actuellement déployées sur le territoire. Deuxième actu en France, le projet de loi du gouvernement sur la fin de vie est arrivé ce lundi à l'Assemblée nationale. Il vise à ouvrir pour la première fois en France une aide à mourir qui consiste à autoriser ou accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à un médicament qui lui donne la mort. Les personnes concernées devront notamment être majeures, être de nationalité française ou résider en France et être atteintes d'une affection grave et incurable en phase avancée ou terminale. Cette substance, elle pourra être administrée par le patient, un médecin, un infirmier ou une personne volontaire désignée par le patient. Alors ce projet de loi a fait l'objet de plus de 3000 amendements, donc des propositions de modification de la loi qui font débat. On y reviendra plus en détail dans les prochains jours. En tout cas, le texte doit être examiné et débattu pendant 2 semaines par les députés
discutés avant d'être examinés par le Sénat. Troisième actu à Mayotte, un département d'outre-mer français, une femme de 62 ans est décédée du choléra ce samedi, a annoncé ce dimanche l'Agence régionale de santé. C'est le deuxième décès lié à cette épidémie à Mayotte après la mort d'un petit garçon de 3 ans début mai. Le choléra, c'est une maladie infectieuse qui se transmet par l'eau ou des aliments contaminés. La plupart du temps, les patients n'ont pas de symptômes, mais pour environ 10 à 20% des personnes touchées, une maladie sévère peut apparaître et devenir mortelle en l'absence de traitement, en particulier pour les enfants et les personnes âgées. Et à Mayotte, le risque de contamination est particulièrement élevé à cause du système de santé qui est très fragile et à l'accès à l'eau qui est très difficile. Pour vous donner une idée, environ un tiers de la population de l'île n'a pas accès à l'eau courante selon l'INSEE. Quatrième actu, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, un pays situé au nord de l'Australie, au moins 2000 personnes ont été ensevelies vivantes lors d'un important glissement de terrain survenu dans la nuit de jeudi à vendredi. C'est ce qu'ont annoncé les autorités du pays à l'ONU ce week-end. La catastrophe a surpris les habitants d'un village du centre de l'île qui ont été ensevelis sous des amas de boue et de gravats pendant leur sommeil. Pour les autorités du pays, ce glissement de terrain a été déclenché par les fortes pluies qui se sont abattues sur la région ces dernières semaines. Depuis ce week-end, les secours se livrent à une course contre la montre pour retrouver des survivants. Cependant, ils travaillent dans une situation instable car le glissement de terrain continue à se déplacer lentement, ce qui représente un danger permanent pour les équipes de secours et les survivants. Cinquième actu, au Bangladesh, un pays situé à l'est de l'Inde, le cyclone Remal a fait au moins 10 morts et détruit plus de 30 000 foyers, ont annoncé les autorités du pays ce lundi. Le cyclone avait atteint ce dimanche les côtes du Bangladesh, forçant au moins 1 million de personnes à fuir pour chercher refuge à l'intérieur des terres. Il faut savoir que les autorités du pays avaient activé le plus haut niveau d'alerte cyclonique ce week-end, prévoyant des vents violents avec des rafales pouvant atteindre 130 km/h. Ces dernières décennies, les cyclones ont tué des centaines de milliers de personnes au Bangladesh et leur nombre a fortement augmenté, passant d'1 à 3 par an, en raison notamment du changement climatique. Sixième actu, dans le monde, près d'un enfant sur 8 s'est retrouvé durant l'année écoulée confronté ou exposé à son insu à des images à caractère sexuel. C'est ce que révèle une étude publiée ce lundi par l'Institut Childlight, une organisation écossaise qui œuvre pour la sécurité des enfants et qui parle ici de pandémie mondiale. C'est la première fois qu'une étude donne une estimation de l'ampleur globale du problème. L'étude inclut notamment des prises et des partages d'images sans l'accord du jeune ou son exposition à des contenus pornographiques, mais elle cite aussi le chantage aux photos intimes ou l'utilisation de l'IA pour créer des deepfakes par exemple. Et on termine par cette actu, le youtubeur Inoxtag a officiellement terminé son ascension de l'Everest, le plus haut sommet du monde. C'est ce qu'a annoncé sur Instagram l'alpiniste Mathis Dumas qui l'a accompagné dans son expédition ce dimanche soir. Il a indiqué qu'ils étaient tous les deux en bonne santé. Alors on ne sait pas encore si Inoxtag a réussi à aller jusqu'au bout de l'expédition. En tout cas, un documentaire devrait sortir en septembre prochain sur la chaîne YouTube d'Inox, dans lequel il devrait révéler s'il a atteint son but ou non. On suivra ça. En tout cas, Mathis a demandé à ses abonnés, je cite, de se méfier de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités en bref. Rendez-vous donc sur Instagram pour plus d'informations sur ces sujets-là. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.